Quand le prince d'Elbaf étendit les bras vers le ciel, personne n'était là pour prendre ses petites mains. On dit que les âmes les plus malheureuses sont celles rejetées dès la naissance par leur propre mère. Cette phrase introduit parfaitement la naissance de Loki, qui est un être né dans le rejet et la haine. Chaque malheur qui frappait Elbaf était attribué à la malédiction de Loki, qui, des années plus tard, aura des mots lourds de sens. Je suis le dieu soleil, celui qui détruira le monde. Loki. Bonjour à tous, c'est le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une vidéo entièrement consacrée au GOAT d'Elbaf, le pays le plus fort du monde. Loki. On va parler du personnage en long, en large et en travers. On verra à quel point il est puissant, quel est son fruit du démon, quelles sont ses particularités et quel est son rôle narratif. Petite sponsor et on y va. Aujourd'hui, je vous parle d'un MMORPG d'une très grande qualité, Blue Protocol Star Resonance. C'est Winterfest et tout le jeu est empreint d'une atmosphère hivernale. Déjà, si vous aimez les jeux avec une vibe animée, des combats dynamiques, mais aussi la possibilité de juste chill, pêcher, crafter ou explorer, ce jeu est fait pour vous. Tu crées ton perso, tu pars à l'aventure, tu fais des donjons avec tes potes ou tu te poses tranquillement dans la ville. Bref, tu joues comme tu veux. Et maintenant, parlons de ce qui nous intéresse, l'event Winterfest. Pendant une durée limitée, il y a plein d'activités et de récompenses exclusives. Point fort numéro 1, Snowman Strike. À certains moments, un apos spécial apparaît dans la nature. Le but, le trouver, se transformer en bonhomme de neige et le battre pour récupérer des récompenses uniques. C'est littéralement une bataille de bonhommes de neige. Point fort numéro 2, Morph Party. Dans la ville, tu peux activer des petits mécanismes et tu te transformes aléatoirement en objets divers. Genre un cadeau, une boule de neige, un lampadaire. Oui, un lampadaire, c'est le chaos, mais c'est drôle. Point fort numéro 3, Winterfest Fantaisiste. Chaque jour, des cadeaux sont cachés en ville, tu explores, tu fouilles et tu peux tomber sur des surprises exclusives. Et bien sûr, de nouvelles tenues d'hiver. Et en bonus, du 18 décembre au 5 janvier, il suffit de se connecter chaque jour pour récupérer des récompenses gratuites. Si vous voulez tester Blue Protocol Star Resonance, profitez de l'event Winterfest, jouez avec vos potes ou juste découvrir un excellent MMORPG, cliquez sur le lien dans la description. La naissance de Loki intervient au chapitre 1153 et le chapitre suivant démarre avec un événement d'il y a 63 ans. Sur Elbaf, quand Lin-Lin, futur Big Mom, la force de la nature, l'anomalie, a exécuté Yorl, un guerrier légendaire d'Elbaf, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Le narrateur raconte que Lin-Lin, cette petite fille, a détruit la moitié d'un village et que plus tard elle sera célèbre en tant que pirate. L'un des 4 empereurs des mers. Cet événement n'intervient pas en même temps pour rien, parce qu'il y a un véritable parallèle à faire entre Loki et Lin-Lin. Lin-Lin, futur Big Mom, incarne parfaitement ce qu'est un empereur des mers, ce qu'incarne un empereur, une véritable singularité. On parle d'un être exceptionnel à tous les niveaux. Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shanks, Luffy. Ces anomalies représentent parfaitement le statut d'empereur. La femme la plus forte au monde qui a créé un empire, un équipage Yonko, avec ses enfants biologiques. La créature la plus forte au monde qui a créé un empire et un équipage Yonko avec sa domination. L'homme le plus fort du monde qui a créé un empire et un équipage Yonko avec ses enfants adoptifs. L'héritier du roi des pirates, le GOAT de l'ère actuelle, qui est au sommet avec son Haki des rois inégalable, et le futur roi des pirates, celui qui surpassera Roger et même Joy Boy avec son Haki des rois et son fruit divin. Lin-Lin a des parents normaux, mais elle est née avec une force et une résistance surhumaine. Aucune manipulation génétique. Rien de scientifique, Big Mom est simplement née avec un don. Certains diront qu'elle est bénie, d'autres qu'elle est maudite. Pour ses parents qui l'ont abandonnée, elle est maudite. Pour Streusen, qui a créé un empire avec elle, elle est bénie. Après tout, ce n'est qu'une question de point de vue. Quand les parents de Lin-Lin l'abandonnent, ils sont tristes. Sa mère ne parvient pas à retenir ses larmes. À cause de leur enfant qui fait trop de dégâts, ils ont été condamnés à l'exil. Pourtant, ils sont tristes de l'abandonner et la laissent avec un sac de nourriture. Le nom de ce chapitre nous dit clairement ce qu'est Lin-Lin, une destructrice née. Loki, comme Lin-Lin, est également un destructeur né. C'est un cas similaire, sauf que lui a été abandonné dès la naissance, et quand une femme devient sa mère adoptive, elle se fait empoisonner par des habitants du pays. Quand Loki naît avec des yeux de démon, Elbaf est frappé par une série de catastrophes rarement vues. Incendies, tempêtes violentes, vagues de froid. Ces phénomènes climatiques anormaux entraînèrent de mauvaises prises de poissons et une famine s'installa. La mère de Loki est morte dans d'atroces souffrances et à seulement quelques mois, Loki avait abandonné l'amour. Quand sa mère l'a jeté d'un monde à l'autre, alors que ce n'est qu'un bébé, Loki n'a pas perdu la vie.
et il a grimpé jusqu'à remonter tout en haut, dans le froid et le vent. Quand il grandit et qu'il essaie de perdre la vie volontairement, il n'y arrive pas. Les deux personnes qui l'ont sauvé se nomment Rox-dik Xebec et Ida. Xebec lui a servi de modèle et Ida de mère adoptive. Ces deux personnages ont un rôle central dans la vie de Loki, car ils lui ont donné une raison de vivre. Et même quand les deux ont perdu la vie, la flamme qu'ils ont allumée ne s'est pas éteinte, parce que Loki est déterminé à venger la mort de Xebec et à combattre pour Elbaf, parce que c'est ce que sa mère voudrait qu'il fasse. Détruire le troisième monde pour en faire un nouveau, telle était la volonté de Xebec et telle est la volonté de Loki. Quand Luffy parle à Loki, on a une présentation avec Prince maudit d'Elbaf, prime spéciale du gouvernement mondial, 2 milliards 600 millions de berries. Le problème étant que la prime de Loki vient après les nouvelles primes qui ont tout explosé, ce qui fait que sa prime passe totalement inaperçue alors que c'est un élément important. Les nouvelles primes de Dory et Broggy sont énormes parce qu'on parle d'1 milliard 800 millions de berries. Pour Dory et pour Broggy, à deux, on a 3 milliards 600 millions de berries, ce qui est bien évidemment totalement fou. Donc, on doit se poser une question, c'est quoi ce bordel? Pour bien comprendre le montant de leurs primes, il faut s'intéresser aux plus grosses primes du monde de One Piece. Mais avant, il faut regarder les primes des meilleurs combattants qui sont inférieures à celles de Dory et Broggy. King 1,4 milliard, qui a secondé Kaido pendant des décennies. Marco 1,4 milliard, qui a secondé Barbe Blanche pendant des décennies. Queen 1,3 milliard, Katakuri 1 milliard, Zoro 1,1 milliard, Sanji 1,30 milliard. On parle de combattants d'exception qui sont à l'origine d'incroyables exploits. De combattants qui ont côtoyé de près les pirates les plus puissants du monde. Qui ont combattu avec, qui ont régné avec, qui sont reconnus comme étant forts par ces pirates. Donc, bien évidemment que quasiment 2 milliards pour Dory et pour Broggy, c'est beaucoup. Mais, est-ce mauvais pour autant ? Je pense que c'est là qu'il faut nuancer. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et ce pour une raison toute simple. Il n'y a plus réellement de logique particulière pour les primes du monde de One Piece, depuis que 2 empereurs sont tombés. Il n'y a plus de statu quo et le monde s'apprête à être bouleversé à tout jamais. La marine attribue des primes qui sont beaucoup moins représentatives des niveaux qu'avant. Les primes, ça a toujours été puissance et danger. Le danger est lié à la puissance, donc la puissance avait un rôle important dans l'attribution des primes. Mais les exceptions ont toujours existé. Le problème étant qu'aujourd'hui, ce qui était de l'ordre de l'exception à l'époque est devenu en quelque sorte la norme. Voir 2 milliards pour des combattants plus faibles qu'un King, c'est plus réellement choquant. Il faut se remettre dans le contexte pré-défaite de Kaido et Big Mom. À l'époque, 4 milliards, Yonko, 2 milliards, nouveau Yonko, Barbe Noire, 2 fruits, équipage du niveau 6, dont Shiryu, ex-gardien-chef, les territoires de Barbe Blanche, etc. Sauf que depuis la défaite de Kaido et Big Mom, on a assisté à une modification des attributions des primes. À l'époque, on avait une certaine logique en lien avec les niveaux. Cracker, 860, Smoothie 930, Katakuri 1 milliard. Mais il y a eu un avant et un après Onigashima, qu'on pourrait imputer à la Cross Guild, sauf qu'il n'y a pas que ces primes car Kid et Law ont 3 milliards. Chacun. 3 milliards, c'est Zoro, Sanji, Katakuri. À deux, ils ont 6 milliards. Pour la Cross Guild, on a Crocodile qui passe de 80 millions à 2 milliards. Zoro plus Sanji. Mihawk, 3 milliards 6. Zoro, Sanji, King, Ace. Baggy qui passe de 15 millions à 3 milliards 2. Mais également Hancock, 1 milliard 700 millions. Ce qui est bien plus élevé qu'un Zoro, King ou encore Marco. Comment peut-on décemment dire que la prime de Hancock reflète son niveau vis-à-vis des secondes des plus grands pirates de tous les temps? On en vient donc à Dory et Broggy en lien avec Loki. Dory et Broggy qui crèvent le plafond avec 1 milliard 800 millions chacun. En cumulé, on n'est pas loin d'un Shanks. On a plusieurs façons de voir les choses. On peut dire que la marine fait n'importe quoi avec les primes depuis Onigashima. On dit que c'est à cause de l'inflation, ou alors on dit que la marine a augmenté les primes de façon significative, à cause de l'état du monde. Quand Robin parle d'inflation, je pense que c'est en référence à l'inflation de notre monde qui touche quasiment tous les pays, dont le Japon, le pays de l'auteur. D'ailleurs, l'inflation du Japon est surtout due à la hausse du prix de l'énergie, et hasard ou pas, Vegapunk veut offrir de l'énergie en abondance au monde. Dans les faits, la marine attribue des primes beaucoup plus grosses qu'à l'époque, mais paradoxalement, les Mugiwara n'ont pas bénéficié d'augmentations considérables après Onigashima, la prime de leur capitaine n'étant entre guillemets
que de 3 milliards. La véritable raison est que la marine attribue désormais des primes sans se baser sur les schémas traditionnels de comparaison entre les différentes primes, contrairement à ce qu'on avait avant. Ça explique pourquoi on a aujourd'hui des primes qui ne correspondent plus forcément à la hiérarchie de puissance d'autrefois. Les exceptions, autrefois rares, sont devenues fréquentes. C'est devenu la norme. La marine prend beaucoup plus en compte d'autres facteurs comme l'influence, la dangerosité ou l'impact global des personnages sur le monde. Voilà comment on peut avoir Dory et Broggy qui ont la prime d'un Teach avec 2 fruits qui devient empereur. Sauf que la prime de Loki est une prime spéciale et elle date d'avant cette énorme augmentation des primes. Ce qui fait de Loki un personnage à part et c'est ce qui le rend encore plus unique. Plutôt je parlais d'anomalie ou de singularité, on est dedans. Dans l'ancien schéma des primes, Loki a une prime supérieure à la prime de Teach qui devient empereur avec 2 fruits. Le gouvernement mondial connaît la puissance de Loki et surtout le potentiel de Loki. Parce que s'il y a bien un combattant qui a un incroyable potentiel, c'est bien lui. Loki, le prince maudit. Avant l'arc Elbaf, j'avais théorisé 2 choses sur le pays, en fonction de l'intérêt scénaristique. La présence de Gaban en lien avec le Haki des Rois, c'est ce qui se passe actuellement avec Gaban, qui va au-delà de la régène des chevaliers divins, et un fruit du démon divin sur Elbaf. On est au courant maintenant que la famille royale se transmet un fruit. Je pense qu'il s'agit d'un fruit divin, destiné à un enfant de la famille royale, le jour où la royauté serait en danger ou lorsqu'Elbaf entrerait en guerre contre un ennemi bien trop puissant. Sauf que pendant longtemps, la réputation d'Elbaf, de pays le plus fort du monde, les différents rois et les différents combattants géants ont protégé le pays tout entier. J'avais parlé du fruit du dieu de la forêt, qui serait le fruit parfait pour rendre n'importe quel combattant beaucoup plus puissant qu'il ne l'est, et c'est toujours valable, parce qu'il permettrait d'avoir des pouvoirs beaucoup plus impressionnants qu'un simple Paramecia ou Logia. On parle d'un Zoan mythologique et divin, comme le fruit Nika qui offre d'autres particularités qu'un simple corps caoutchouc. Il faut bien comprendre que sur Onigashima, on avait l'arc des Zoan, mais plus particulièrement des Zoan antiques et mythologiques, qui a eu comme conclusion la révélation des fruits divins. Parce que dans l'équipage de Kaido, Oriyamato qui a combattu son père, dans le top 10 de l'équipage, il y a pas moins de 9 Zoan antiques, et un Zoan mythologique, le fruit de Kaido. Fruit du dragon modèle Seiryu. Puis on a eu la révélation que Luffy avait en réalité mangé un fruit mythique et pas n'importe lequel car on parle d'un fruit divin qui échappe aux gemmes depuis des centaines d'années. L'auteur a un schéma en tête par rapport aux Zoan en plus de son schéma sur le haki et les fruits en général. Je vais vous rappeler le schéma que j'ai théorisé il y a bien longtemps et que certains ont sûrement encore en tête, sauf que je vais encore l'améliorer pour avoir un schéma parfait. Arc Big Mom, éveil du haki de l'observation, début d'éveil du HDA, éveil Paramecia. Arc Kaido, éveil du HDA, début d'éveil du Haki des Rois, éveil d'un Zoan divin. Arc Egghead, puissance technologique à son paroxysme, Haki des Rois mental au sommet, Zoan démoniaque. Il manque l'éveil complet du Haki des Rois et Shanks représente le Haki des Rois. Shanks est lié à Elbaf. Luffy fera évoluer son Haki des Rois à Elbaf pour blesser Imu et les chevaliers divins. Shanks va sûrement mener son combat ultime durant l'arc. Mais en dehors, l'éveil complet du Haki des Rois physique, c'est pendant l'arc Elbaf. Sauf que là où Onigashima était l'arc des Zoan antiques, l'arc Elbaf sera l'arc des Zoan mythologiques et divins. Voilà le schéma parfait que l'auteur a créé pour son système de pouvoir dans son œuvre. Pour en revenir aux fruits mythiques et à l'opposition avec les Zoan antiques, tout réside dans la nuance vis-à-vis de l'équipage de Kaido. Son équipage est appelé l'équipage aux 100 bêtes. Une bête, c'est large en définition, ça donne tout être animé autre que l'homme. Voilà pourquoi on a tout type de Zoan, mais une sous-représentation des Zoan mythologiques. Les Zoan mythologiques, c'est autre chose. Si on prend par exemple Fenrir, il est effectivement considéré comme une bête, mais ce n'est pas un animal ordinaire parce que c'est une créature mythologique, d'une puissance exceptionnelle, décrite comme étant un loup géant. Dans un certain sens, il peut être considéré comme l'être divin des canidés. Fenrir est donc bien plus qu'une simple bête, tout comme les autres créatures mythiques qui ont toutes un symbolisme particulier. En l'occurrence, Fenrir symbolise le chaos et la destruction. Il est de fait une bête, mais il faut nuancer en disant que son importance et son influence dépassent largement cette classification, contrairement aux Zoan normaux et aux Zoan antiques. Pour Elbaf, on a une suite logique. Luffy affronte un dragon mythique. Sur Elbaf, il affrontera une créature divine et ou démoniaque. Vous l'avez compris, on parle bel et bien de Imu. Et les Mugiwara qui ont affronté des Zoan antiques sur Onigashima affronteront des démons sur Elbaf.
Loki est un véritable monstre né, résistance hors norme, force brutale colossale, vitesse extraordinaire. Et il prend même des particularités des meilleurs antagonistes de l'œuvre. Il est vicieux comme Doflamingo, calculateur comme Crocodile, froid comme Rob Lucci, brutal comme Kaido. Il doit avoir un incroyable acquis des rois offensif. Et comme si ça ne suffisait pas, Loki est reconnu par l'un des plus grands pirates de tous les temps, Scopper Gaban, deuxième commandant de Goldie Roger, le roi des pirates, qui dira à Luffy que si Loki est libéré, qui sait ce qu'il adviendra d'Elbaf. Et il demande à Luffy ce qu'il compte faire contre lui. Loki a littéralement tout pour lui. C'est l'un des combattants les plus puissants du monde et de loin. C'est une force de la nature, une véritable anomalie, une singularité qui est le descendant d'un peuple antique. Il porte le Ragnir et appelle la foudre. En vieux norrois, la langue des peuples scandinaves médiévaux, ancêtre des langues nordiques modernes, Ragnir est formé à partir de Regin, Dieu ou puissance, et Mjolnir, celui qui broie par la foudre. Ragnir peut donc se traduire par puissance de la foudre ou même Dieu de la foudre. C'est en référence au Mjolnir, le marteau mythique de Thor de la mythologie nordique. Il est le symbole ultime de la foudre, du tonnerre et de la puissance divine. Il a été forgé par des nains légendaires. Le Ragnir de Loki incarne la force divine, la foudre et la légitimité du pouvoir. En attribuant le Ragnir à Loki, Eiichiro Oda légitime son combattant. Il nous prévient, Loki incarne la puissance d'Elbaf, le pays le plus fort du monde. Et il est porté par la volonté d'une mère aimante, ainsi que de l'une des plus grandes figures de la piraterie mondiale, Rox Dig Zebek. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.